Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Juan Gomez. Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient durant les 20 prochaines minutes. Nous allons parler ensemble de la situation au Mali et plus précisément dans le nord du pays où cette région est de nouveau le théâtre d'attaques perpétrées par les djihadistes. Les groupes armés, vous le savez, ont profité de la fin de l'opération française Serval cet été pour s'en prendre aux forces de l'ONU, aux casques bleus de la MINUSMA. Ces dernières semaines, 20 d'entre eux ont été tués et des dizaines d'autres blessés, le plus souvent par des mines mais aussi par des attentats suicides. Et face à la dégradation donc du climat sécuritaire, eh bien Bamako demande au Conseil de sécurité des Nations Unies la mise en place d'une force d'intervention rapide ainsi que la révision du mandat de la MINUSMA. C'est donc une critique à peine voilée de l'impuissance des 9300 casques bleus déployés sur le terrain. Alors quelle doit être maintenant la réponse de la communauté internationale? Comment sécuriser le nord du Mali? Que vous inspire d'ailleurs l'action des casques bleus? 33 9 693 693 70. Il y a par exemple Paul sur la page Facebook de l'émission qui nous dit il faut absolument aider l'armée malienne à être opérationnelle afin qu'elle prenne en charge la sécurisation de son territoire. Les casques bleus ne resteront pas indéfiniment. Emmanuel estime lui que la force onusienne au nord du Mali est une force somnolente. Partagez-vous le point de vue d'Emmanuel? Eh bien on va vous donner la parole immédiatement. Bonjour Oumar. Bonjour monsieur Wan. Vous êtes à Bamako. Est-ce que vous partagez les critiques formulées à l'instant par cet auditeur qui dit que les casques bleus, dans votre pays, représentent une force somnolente? Monsieur Wan, réellement, moi je ne suis pas d'accord parce que actuellement la première mission de la MINUSMA et les autres groupes de sécurité au nord, c'était d'abord sécuriser le Mali. Bon, moi je pense que la sécurisation d'un pays passe par la maîtrise et la neutralisation de l'ennemi. Bon, je pense qu'actuellement, ce que le Mali doit faire, c'est de demander à l'ONU de nous réarmer normalement. Quand vous dites de nous, excusez-moi Oumar, quand vous dites de nous réarmer, de réarmer l'armée malienne? Réarmer l'armée malienne, parce que la MINUSMA est déjà là, ça fait partie du Mali actuellement. La MINUSMA fait partie actuellement du Mali parce qu'ils sont au Mali. Moi, je pense que quand je dis nous, il ne s'agit pas seulement de l'armée malienne, c'est tout ce qui se trouve au Mali. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut amener le niveau de puissance de feu de l'armée malienne et en plus de la MINUSMA et les autres groupes à dimension internationale. Parce qu'actuellement, nous n'avons pas besoin d'hommes, mais nous avons besoin d'armement. Nous avons besoin d'armement, des hélicos, des avions de chasse et des drones. C'est vrai que les casques bleus par exemple manquent d'hélicoptères. C'est vrai qu'ils sont mal équipés, ils sont même mal entraînés pour dire clairement les choses. Mais vous dites que la mission des forces internationales, c'est de neutraliser l'ennemi. Pour l'instant, l'ennemi n'est pas neutralisé. Il continue à commettre tous les 2 jours des attaques. Bon, moi je pense qu'actuellement, leur mission c'était de sécuriser. Mais moi, j'ai dit dans mon sens qu'il faut d'abord passer par la neutralisation de l'ennemi. Il faut passer à l'offensive. Il faut voir l'ordre de mission de ces groupes-là aujourd'hui. C'était la sécurisation, mais je pense qu'actuellement on doit passer à l'offensive. Parce que ça ne peut pas continuer. Passer à l'offensive, Oumar, ça signifie déclarer la guerre, faire la guerre aux djihadistes. Bon, je pense qu'il le faut, parce que si on ne le fait pas dans 2 ans, le nord du Mali sera aujourd'hui une base du terrorisme mondial. Alors ne raccrochez pas Oumar, on a au bout du fil l'un de vos compatriotes, il est malien, il nous appelle de Dubaï. Bonjour Abdul Karim. Oui, bonjour monsieur Juan Gomez. Est-ce que vous partagez l'analyse d'Oumar qui est à Bamako? Permettez-moi tout d'abord de faire les condoléances pour toutes les victimes qui sont mortes sur le jour de la barbarie au nord du Mali. Je fais une minute de silence en leur âme parce que ils sont morts pour l'honneur de notre pays, pour l'honneur de la réconciliation de notre pays, pour chercher la sécurité au nord du Mali. C'est qu'Oumar vient de dire, la situation actuelle est confuse de ma part. Il y a certainement de mains invisibles qui ne veulent pas que la médiation en Algérie réussisse. Ces bombes qui visent les agents de l'ONU
les soldats français, même les mouvements armés civils, est un jeu pour faire perdurer la situation. Aujourd'hui, on assiste déjà aux décapitations des populations civiles dans la zone de Léré, dont les médias ne parlent même pas. Et quand on revient un peu auparavant, en 2009, par exemple, la communauté berbiche de Tombouctou, ils ont perdu plus de 20 personnes de cette communauté, parmi lesquelles il y a eu 2 colonels, un qui a été tué dans sa maison. Donc, les communautés se sont organisées depuis longtemps pour lutter contre le terrorisme. Il fallait au moins à ce moment que la communauté internationale puisse les soutenir, le gouvernement du Mali puisse les soutenir, faire une plateforme pour lutter contre ça. Mais Abdoul Karim, la communauté internationale a soutenu les autorités maliennes. Il y avait l'opération Serval jusqu'en en juillet dernier. Il y a 9000 casques bleus actuellement sur le terrain. On en attend encore 2 voire 3000 de plus dans les prochaines semaines et les prochains mois. Vous avez l'impression que le Mali est livré à lui-même? Non, je n'en disconviens pas. La communauté internationale est là pour aider le Mali, mais il y a un problème qui se pose. Il y a un problème entre le gouvernement du Mali et les mouvements armés du nord de l'Azawad. Aujourd'hui, qu'il faut au moins qu'il y ait une issue. Il faut trouver un accord final pour pouvoir associer, combiner ces différents mouvements de l'Azawad pour la lutte contre le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un ennemi commun, qui sont des terroristes. Effectivement, c'est vrai que les groupes Touareg qui négocient en ce moment à Alger avec le gouvernement de Bamako ont un ennemi commun, et cet ennemi, ce sont les djihadistes. Donc ça signifie quoi? Que pour rétablir la sécurité, il faut d'abord trouver ce fameux accord à Alger entre Bamako et les groupes Touareg. Exactement, entre le groupe Touareg, les groupes arabes du MAA, du CUHU, du MLNA, il faut trouver un accord final. Parce que pendant les 20 ans, tous les accords concoctés, Tamara 7, Alger 1, Alger 2, Alger 3, a montré leurs limites. Aujourd'hui, la communauté internationale est interpellée pour essayer de voir avec le gouvernement du Mali et les mouvements armés pour mettre fin à ces conflits qui datent depuis 1960. Effectivement. Donc il y a un problème politique qui est là. Il faut donc régler le problème politique, dites-vous. Oumar, vous êtes d'accord, vous, à Bamako? La solution passe par un volet politique avant, par un accord politique? Bon, moi je pense que la situation politique, on a donné trop de temps à cette situation-là, parce qu'il y a nos frères et nos sœurs qui en souffrent au nord là. Parce qu'actuellement, on n'a plus de temps. Les gens qui sont en Syrie actuellement, maintenant quand ils se sentent en défaillance, ils vont retourner au Mali. Et ce qui s'est passé là, ça sera encore pire. Ouais. Alors, on va donner la parole à d'autres auditeurs. Il y a du monde au standard. Oumar, merci d'avoir appelé de Bamako. Abdoul Karim, merci de nous écouter à Dubaï. 33 9 693 693 70. Issoufa, il nous dit sur Facebook, la seule manière de sécuriser le nord du Mali, c'est de donner à l'armée malienne tous les moyens. Le Mali ne peut compter que sur lui-même, nous dit cet auditeur. Alel, estime qu'il faut désarmer les groupes armés et déployer l'armée malienne à Kidal. Vous êtes nombreux, d'ailleurs, à revenir sur ce point, donner les moyens à notre armée pour faire face aux djihadistes. A-t-elle les moyens d'ailleurs aujourd'hui, l'armée malienne, de faire face aux groupes terroristes dans le Nord? C'est une question que je vous pose. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. Bonjour Issoufou. Bonjour. Vous êtes à Gao, au Mali. Soyez le bienvenu. Vous êtes assez critique à l'égard des casques bleus. Vous dites que la MINUSMA est inefficace. Oui, bonjour d'abord Juan et tous les auditeurs du récit. Moi, contrairement à M. Omer, mon intervention sera axée principalement sur 3 aspects. Et le premier aspect, je voudrais mettre l'accent sur l'inefficacité de la MINUSMA contrairement à Barkhane. Parce que toutes les actions qui sont menées jusqu'à présent, c'est à l'actif de Barkhane. Et la MINUSMA, les patrouilles de la MINUSMA sont organisées à l'intérieur des villes et non dans l'espace du Grand Nord. Alors Barkhane, excusez-moi, pour les auditeurs Issoufou, Barkhane, c'est, on va le dire d'une certaine façon, pour caricaturer un peu les choses, l'ancêtre de Serval, c'est-à-dire que Serval s'est terminé en juillet, la France a basculé ses forces de Serval sur une opération bien plus large de lutte contre le terrorisme au Sahel, et c'est ce qu'on appelle donc l'opération Barkhane. Tout à fait. Et voilà. Donc les patrouilles, je disais tantôt que les patrouilles de la MINUSMA sont organisées à l'intérieur des villes et non dans le vaste espace du Nord. Alors que les terroristes se promènent dans le grand désert et ainsi libres, ils profitent du vide pour poser des mines et autres engins explosifs. Donc vous savez aussi que moi, M. Wan, que la nature a horreur du vide. Donc aujourd'hui, le deuxième aspect, pour parer à cette éventualité, je pense que la création d'une force d'intervention rapide est nécessaire. Et cela pour coordonner les actions, non seulement avec l'armée malienne, mais aussi avec Barkhane.
parce que vous savez que vie est vraiment le fait que l'espace du Nord est vraiment vaste. Ouais. L'espace est très vaste l'espace est très vaste et vous parlez de Barkhane. Il faut quand même préciser, c'est important d'avoir cette notion, c'est que vendredi dernier, il y a donc quelques jours, l'armée française a quand même détruit dans le nord du Niger, donc on n'est même plus au Mali, là on est dans le nord du Niger, un convoi d'AQMI qui transportait des armes de la Libye vers le Mali. Donc effectivement, vous dites que cet espace est immense, et il est immense, et Barkhane effectivement a besoin de se déployer sur l'ensemble du Sahel et de ne pas seulement focaliser sur le nord du Mali. Vous aviez un dernier point, Issoufou. Tout à fait. Le dernier point, c'est ce qui va encore corroborer ce que vous êtes en train de dire. Parce que la surveillance des frontières aujourd'hui est une priorité fondamentale. Il faudrait que les frontières soient, en tout cas, surveillées pour éviter, pour parer, en tout cas, le retour des djihadistes. Parce que ceux-ci vont se ravitailler en armes en Libye et revenir encore. Donc vous voyez que la surveillance, il faut encore stopper l'ennemi avant qu'il ne rentre. Parce que si vous ne partez pas vers l'ennemi va venir vers vous. Et c'est ce qui se passe. Et si l'ONU ne prend pas ces mesures-là en compte, l'ONU va toujours continuer à pleurer et à compter ses morts. C'est vrai qu'avec l'opération Serval, l'ennemi, pour reprendre votre expression, les mouvements djihadistes, les groupes terroristes s'étaient repliés dans les pays limitrophes et notamment dans le sud-ouest de la Libye. Et là, on voit effectivement, depuis que les Français ne sont plus sur le terrain, un retour des djihadistes dans le nord du pays. Merci à vous, Issoufou. Bonne journée à Gao. Tapa, vous êtes à Paris, en région parisienne tout du moins. Bonjour Tapa. Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI. On vous écoute. Moi je pense qu'il y a des choses. Pour trouver une solution à ce problème, il faut pas avoir peur des mots, il faut se dire la vérité. Et se dire la vérité commence par dire au peuple malien qu'il revient au Mali, et au Mali tout seul, d'assurer la défense nationale, tant sur le plan militaire que la société civile et la classe politique aujourd'hui. Aucune armée au monde ne peut arriver au bout, ne peut gagner une guerre si elle n'a pas le soutien absolu de son opinion publique derrière lui. D'accord, mais est-ce que l'armée malienne Tapa a les moyens, la capacité de faire face aux djihadistes? La capacité, les moyens, depuis ça fait plus de 2 ans que le Mali réclame à ce que la communauté internationale lui fournisse des armes, notamment les moyens aériens. Vous venez de dire vous-même que même la mission de l'ONU n'en a pas. Et donc cette demande n'a pas été répondue jusqu'à présent. Et je pense que quand on dit, je veux faire un parallèle, peut-être qu'on dit il faut armer peut-être les Kurdes pour se défendre. Je suis toujours étonné de voir que sur le plan matériel, on ne porte pas ce qu'il faut aux Maliens. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que sur le plan de la lutte contre le terrorisme, il faudra un moment que la communauté internationale choisisse entre les intérêts géostratégiques et la lutte contre le terrorisme. On ne peut pas, je vais revenir. On ne peut non, pas, mais juste pour qu'on aille un peu vite dans la réflexion, excusez-moi, mais il y a du monde. À quoi pensez-vous? Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. À quoi pensez-vous exactement, Tapa? J'ai dit ça aujourd'hui. J'ai dit ça parce que on ne peut pas être surpris du retour des islamistes, alors que nous l'avons tous vu que lors des événements du 21 mai 2014, ces islamistes, le Mali l'a dit, ont prêté main forte au MNLA quand ils étaient en difficulté face à l'armée malienne à Kidal. Donc pour vous, ça signifie, parce que vous êtes nombreux à le dire, donc d'une certaine façon, vous faites le porte-parole de tous ceux qui postent en ce moment même des messages sur Facebook, il y a clairement connivence entre le MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, qui est en ce moment même en train de négocier à Alger avec les autorités, entre le MNLA, donc connivence, et les djihadistes. C'est une évidence, on le sait. Récemment, on a entendu qu'il y a eu une réunion entre l'état-major de Barkhane, MINUSMA et MNLA. Le MNLA n'est pas une institution malienne. Et lorsque donc, comment on peut... tout le monde sait que ces mouvements constituent une valeur de refus pour ces terroristes. Ils combattent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, mais tous ceux qui sont capables susceptibles de venir leur prêter main forte en cas de combat avec l'armée malienne, ils ne les dénonceront pas. En tout cas, ils le dénoncent. Il y a eu un communiqué, excusez-moi de vous contredire, Tapa, ces derniers jours, je cite le communiqué, ces actes terroristes, en parlant des nombreuses attaques, ces actes terroristes répétés contre nos populations et les forces internationales rappellent toute l'urgence de trouver une solution politique viable au conflit actuel. Fin de citation. Merci Tapa de nous avoir appelé. Boucar, vous êtes à Bamako. Bonjour. Bonjour, Juan. Comment sécuriser le nord du Mali? Juan, là, une très belle question.
Au fait, les autorités maliennes, en l'occurrence notre ministre en charge des Affaires étrangères, avait émis quand même le vœu l'autre jour d'avoir une force d'intervention rapide. Et moi, j'enfonce le clou. Cette force d'intervention rapide à elle seule ne suffit pas. Mes prédécesseurs l'ont dit. Il faut remettre à niveau les armées de la sous-région. Je parle même plus du cas du Mali. Parce que le Sahara qui s'étend de l'océan Atlantique, comme vous le savez bien, à travers la Mauritanie, jusqu'au Soudan, en passant par la Libye, est devenu un sanctuaire, c'est infesté de bandits. Pour le cas précis du Mali, n'allons pas par le dos de la cuillère, c'est le MLA. Le MLA, le MAA, les groupes armés, et comment ça s'appelle encore, les terroristes, ne font qu'un. Ouais. Donc vous mettez, excusez-moi, Boucar, vous mettez dans le même sac le MNLA, les différents groupes qui négocient à Alger et les groupes djihadistes, AGMI, Moudjahou et les autres. Tout à fait, Juan, c'est bonnet, blanc, bonnet. Je vous dirais qu'en 2012, lorsque la France avait intervenu, en décidant de créer, c'est-à-dire une zone d'exclusion au niveau de Kidal, pour protéger ces gens-là, ou pour ne pas combattre le MLA au motif que c'est des indépendantistes au lieu des terroristes, je vous dis, tout le monde, les terroristes n'ont fait que changer de veste. Et là, ils savent qu'en circulant avec le drapeau du MLA ou du MAA, c'est épargné par la France. Les avions ne te tapent pas. Donc tout le monde est resté. Comment pouvez-vous comprendre qu'aujourd'hui le MLA compte plus de 500 personnes? Le MLA au départ c'est une association. D'accord, donc vous rejoignez ce que disait effectivement le précédent auditeur qui nous appelait de la région parisienne. Merci Boucar de cette réaction. 33 9 693 70. Bonjour Souris. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Vous êtes à Bamako, on vous écoute sur la situation aujourd'hui dans le nord de votre pays. Quelle doit être la réponse de la communauté internationale dans les prochains jours? Oui, la réponse c'est d'abord accéder à la demande du gouvernement malien qui a raison de réclamer vraiment une force de réaction offensive aérienne. Deuxième chose, il faut doter l'armée malienne de capacités aériennes vraiment de faire face à ces djihadistes qui sont très très mobiles dans le Sahara. D'accord. Donc donner davantage de moyens à l'armée malienne. C'est ce que nous dit de nombreux auditeurs nous disent sur la page Facebook. Je regarde en même temps le Facebook. Il y a par exemple Traoré qui nous dit que la stabilité et la sécurité du nord de Mali est une nécessité et il faut d'abord désarmer tous les groupes. Pourquoi on n'y est pas arrivé là depuis 2 ans selon vous, Souris? Oui, parce que la communauté internationale a voulu caresser les MNLA. Tant que le MNLA restera armé, ça sera un refuge pour toutes les forces occultes au nord du Mali. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la communauté internationale doit exiger que toutes les forces soient désarmées. Même s'il faille arriver à une zone démilitarisée au nord du Mali, il faut aller à cela. Ouais. Parce que comprenez-moi, Juan, tant qu'il y a une force qui est là, qui a accepté, il suffit de porter le drapeau de cette force pour que vous échappez à toute sanction. Mais c'est évidemment compréhensible que tout le monde porte le chapeau de ce groupe. Ouais. Maïga, vous êtes à Paris, bonjour. Bonjour, M. Juan. Est-ce que vous partagez le point de vue à l'instant de Souris? Il faut désarmer tous les groupes, y compris le MNLA, y compris tous ceux qui discutent en ce moment à Alger? Monsieur Juan, je crois que tout a été dit, parce que les idées convergent, donc c'est ce qui est la vérité. Il faut tout simplement désarmer tout le monde, tous ceux qui sont en armes, il faut les désarmer. Il faut passer au contraire de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire l'amunissement est cantonné et que les groupes terroristes circulent. Voilà, il faut faire exactement l'inverse. Il faut faire l'inverse. C'est vrai que les populations du Nord s'étonnent de ne pas voir suffisamment les casques bleus sur les routes, les casques bleus qui ne vont pas, si vous me permettez l'expression, au contact finalement des terroristes, et ils sont, comme vous le dites, Maïga, cantonnés. Merci à vous. On aura l'occasion, c'est promis, dans les prochains jours de revenir sur le Mali. Vous avez été très nombreux. Demain, vos commentaires, vos réactions sur cette affaire qui défraie la chronique en Centrafrique. En mars dernier, l'Angola a fait un don de 10 millions de dollars à la Centrafrique. Alors 3/4 de la somme est effectivement rentrée dans les caisses de l'État, mais il manque 2,5 millions de dollars. Où sont-ils passés? Eh bien, on en parlera demain. Merci à tous. Appel sur l'actualité vous a été proposé.